J'ai juste envie de raconter l'histoire du gaz, quoi. Parce que j'estime que trop de... Aujourd'hui, on est encore persuadé dans nos têtes qu'on ne peut pas faire des choses, c'est inaccessible. En 1906, ce gars-là, fils d'esclave, il sort un truc comme ça, quoi. C'est juste, moi, je trouve ça magique. C'est juste magique. Et quand je te dis ça, j'en ai la chair de poule, c'est un truc de dingue. Là, tu avais le moulin qui était entraîné par une machine à vapeur. Là, il y avait l'alambic qui a été volé apparemment il n'y a pas longtemps Il n'y a pas longtemps. pour faire du cuivre pour les ferrailleurs. Ah oui. Alors, imagine que ça a été fermé en 87. Et regarde comme la nature a repris ses droits dans le truc. Les figuiers maudits ont envahi les trucs. C'est un truc de... Moi, je trouve ça malade. Ah oui, c'est incroyable. Ça, regarde ça. Oh, c'est encore, mais dans un état... N'oubliez pas le concept, c'est à l'entière, quoi. C'est Oui, pas, c'est vrai. comme si c'était le siècle passé. Mais c'est fou. Tu vois, ça c'était une chaudière. Ça commence à marcher, ça. Je pense que c'est ça qui donnait l'énergie pour pouvoir entraîner le moulin. C'est ça. On en parle beaucoup des chaudières, hein, avec L'actualité. l'usine. Ça, c'était les bacs de fermentation. Ok. Donc, ils faisaient le jus là-bas. Ils chargeaient les bacs, ils laissaient fermenter 24, 72 heures, 48 heures, je ne sais pas quelle était sa recette. Et après, ils distillaient dans l'alambic qui était là-bas. Et une partie du jus était transformée en sirop. Alors là, tu vois, il y a une machine à vapeur mobile. Une machine à Une vapeur. chaudière mobile. Regarde là. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont faite mobile? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être un moyen pour lui d'avoir ce matériel-là, qui était peut-être plus léger. Il faut dire que son industrie n'était pas... Enfin, son usine, c'était pas une industrie de ouf, quoi. C'est C'était- ça. Je sais pas comment tu remets dans le contexte. Non, mais voilà. C'est-à-dire, C'était... on sait combien de bouteilles? Je pense que c'était une petite production de 15-20 000 bouteilles par an. Ah oui, c'était pas grand-chose. Enfin, c'était pas 100 000 bouteilles. Ouais. Mais c'était symboliquement... Ah bah, c'était son gagne-pain. Et Gagner sa vie. Et Ça, il a c'était nourri encore sa famille. artisanal. il a nourri sa famille, et ses enfants qui ont pris la suite, Hilarion et Firmin, ont nourri leur famille aussi. Et ils ont vécu de 1931 à la mort de Joseph, jusqu'en 1987 à la mort à 89 à la mort d'Hilarion. Eh ben, ses enfants, ben, ils ont été à l'école grâce à ça. Avec les enfants 15 sont 000 encore vivants. Avec 15 000 bouteilles. Ouais, 30 000 bouteilles max. Ouais. Donc J'ai c'était retrouvé- encore... on est dans l'artisanat, là, encore. Ouais, c'est comme on dira le sirop batterie moisin, quoi. C'est pas. C'est pas belle vue. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Ni belle vue, ni bien, ni père là-bas. Oui, voilà. Mais c'est intéressant. Dans cette histoire, c'est que Joseph Leto, fils d'esclave, premier propriétaire de distillerie descendant d'esclaves. Et quand on dit descendant d'esclaves, moi je suis descendant d'esclaves à 4 générations. Et lui, c'était le fils d'esclave. Son père a été affranchi en 1848 et lui, il est né en 1875. C'est vraiment... Moi, je trouve ça magnifique. Ça, ce sont les équipages qui permettaient de faire les sirops de batterie à l'époque. C'est ça. Faire le sucre, pas le sirop de batterie. D'accord. Donc, en fait, tu avais le jus qui était mis là-dedans, qui était chauffé par-dessous. Donc, on n'avait pas vu le foyer, mais il y avait un foyer Au charbon. à bois ou à bagasse. D'accord. Et à bagasse. Parce que c'est deux combustibles intéressants. Quand le jus était chauffé pour le réduire, pour le concentrer, après il passait le jus dans une autre chaudière
qui réduisait encore. Donc je crois qu'il commençait par là. Parce que tu vois que les profondeurs de chaudière changent. Elles sont de moins en moins profondes. Celle-là est très profonde, celle-là est moins profonde et celle-là est encore moins profonde. Oui. Et à la fin, tu as un sirop très concentré. Aujourd'hui, on appelle ça la mascuite à l'usine, c'est ce qu'on appelle la mascuite. Et après, ils faisaient des pains de sucre avec. Et ces pains de sucre étaient consommés soit par la population locale, soit exportés. Hilarion et Philarion sont les fils de Joseph Toto. Alors, ils étaient déjà plus modernes, hein. 1931, Joseph meurt, les enfants prennent la relève et ils font des expériences. Je pense qu'Hilarion, qui était le distillateur, a fait des expériences avec différents fruits en fermentation, en distillation. Et il en est ressorti 2 fruits qui laissaient des arômes exceptionnels. C'était le rhum Montbin et le rhum Goyave. Donc en fait, on m'a raconté qu'il faisait fermenter le fruit directement dans le jus de canne. Et après, il distillait le tout. Donc, Mais tu es fasciné en fait par Joseph Toto. alors je ne suis pas fasciné par... Ah oui, par Joseph. Bah oui. Oui, par son histoire en fait. Pas par lui, Oui. mais Ouais. par son parcours. Son parcours qui, je pense, à un moment donné, a été semé d'embûches. Mais C'est on pas a- une destinée, un fils d'esclave, sa destinée, c'est plutôt d'aller travailler la canne et de préparer la canne pour le boulon. Et pas d'être de l'autre côté de la barrière et transformer la canne en un produit noble. Alors, c'était encore artisanal. Est-ce qu'il y avait du monde qui travaillait avec lui? Comment ça a été vu à l'époque? De Joseph, j'ai pas vraiment l'historique de la distillerie, s'il y avait des employés, tout ça. On aura plus d'informations sur ses descendants, donc de 1931 à 1987. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que au tout début de cette distillerie, c'était un moulin à vent, en bois. Pas comme les 100 moulins de Marie-Galante qui sont en pierre. C'était un moulin en bois. J'ai retrouvé des photos de ce moulin. Et sur l'étiquette du rhum Le Salut, ben, le dessin qui est fait, c'est ce moulin. J'ai envoyé les photos. Tu as vu les photos? C'est un truc de dingue, quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Et l'histoire est là. Et quand tu es là, moi, j'imagine, alors je suis fou peut-être, hein. J'imagine la charrette qui arrive ici, qui monte sur la balance, qui se fait peser, qui transporte la canne jusqu'au moulin qu'on a vu tout à l'heure. Le jus est envoyé dans les grands tonneaux qu'on a vus, dans les citernes, et après il est travaillé. J'imagine ça, avec le bruit de la vapeur, avec la fumée, avec les odeurs. Parce que ça aussi, la canne, c'est un parfum, c'est un truc de fou. Et quand le rhum coule, c'est encore plus enivrant, quoi. Et donc après avoir distillé le rhum là-bas, il le stockait ici. Ça, c'était les fours en chaîne de stockage. Alors, bien entendu, ils sont morts. Et le petit là-bas, dans la cage, grillagée, c'était le stockage sous douane. D'accord. Quand tu produis du rhum, Oui. il faut déclarer sa production journalière et la stocker de façon à ce qu'elle peut être vérifiée à n'importe quel moment. D'accord. Et ça se passait là. Et là, c'était le stockage sous douane. Donc c'était grillagé, fermé à clé. Et donc il y avait le propriétaire qui avait la clé et les douanes. D'accord. Tu vois? Donc ça, j'oublie le nom de cette balance. Et donc en fait, tu avais une graduation ici. Déplacer le poids qui est là. Ça te donnait précisément, avec le bras de levier qui est ici, Ok. le poids de la charrette qui était de l'autre côté. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici? Ben, je ne sais même pas l'expliquer. Je ne peux pas l'exprimer ça. C'est des interrogations. Parce que j'essaie de comprendre comment ça fonctionnait, comment ils faisaient les gars. Parce qu'aujourd'hui, tout est automatisé. Regarde le combattu. Tu vois, et ça, c'était dimension de charrette.
ou de camionnettes. Aujourd'hui, le pont bascule que tu as à l'usine, il prend 50 tonnes. C'est ça. Il fait 17 mètres de long sur 3,50 m de large, ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai que je m'interroge, c'est vraiment... Alors l'émotion, je suis plus sur l'émotion, parce que j'ai compris le parcours de Joseph et d'Hilarion et de Firmin. Et là, je suis sur le mode interrogatif. Comment il faisait comment il transportait la canne, comment il la faisait monter là-haut. Aujourd'hui, il y a des chariots qui transportent la canne, il y a des machines qui hachent la canne. Donc tout se faisait à la main. Donc je ne sais pas combien ils étaient. Enfin, c'est vraiment un mode interrogatif permanent. Comprendre comment il faisait et savoir quel goût ça avait. Imaginez le goût de leur rhum. Et je ne pourrai jamais le goûter parce que les bouteilles qui sont là, personne ne les ouvre. Alors, l'idéal, ce serait que ce soit nettoyé, que ce soit rendu moins dangereux, et que les gens visitent. Et que les gens, qu'il y ait un petit panneau avec l'histoire de Joseph, l'histoire de Firmin, l'histoire de... Même s'il n'y a personne qui donne l'histoire, qui raconte l'histoire, mais un panneau, que les gens puissent juste regarder, savoir comment ça se passait, et savoir qu'il y avait un Noir qui avait une distillerie. Moi, c'est ce qui me... C'est un peu ma fierté, quoi. Tu vois.